Ce n'est pas pour rendre une seule classe de citoyens particulièrement heureuse que nous fondons notre cité, mais pour que la cité tout entière le soit le plus possible. Ces mots ne sont pas les miens, ce sont ceux du philosophe Platon. Ils sont le murmure initial d'une quête immense, une mélodie qui s'élève il y a près de 2400 ans. Pour l'entendre, je vous amène loin sur les sentiers de la mémoire. Imaginez la poussière dorée d'Athènes, une cité qui doute. Sa démocratie, jadis si fière, a bu la ciguë en condamnant son citoyen le plus sage, Socrate. De cette cicatrice est née une quête. Le disciple de Socrate, Platon, n'a pas écrit un traité froid, ni une loi gravée dans la pierre. Il a offert au monde un dialogue vivant, un fleuve de paroles, où des âmes cherchent ensemble ce qui a été perdu. Il cherche le sens d'un mot simple et pourtant insaisissable. La justice. Mais je dois vous confier une chose. L'objectif véritable de Platon n'était pas de vous tendre le plan d'une cité lointaine. Car la cité dont il parle, avec ses gardiens, ses artisans et ses philosophes, n'est autre que l'architecture de votre âme. Ce voyage que nous commençons ensemble n'est donc pas une leçon d'histoire, c'est une invitation à découvrir comment l'harmonie d'une société révèle la structure secrète de notre propre cœur. Tout commence par une question si simple qu'un enfant pourrait la poser, et si profonde que 1000 vies ne suffiraient à l'épuiser. Au cœur d'un cercle d'amis, la voix de Socrate s'élève, douce et incisive. Qu'est-ce que la justice ? Les premières réponses jaillissent, comme des vagues éphémères sur le rivage de la certitude. L'un dit que c'est rendre à chacun ce qu'on lui doit. Un autre, que c'est faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis. Et Socrate, avec la patience du sculpteur qui cherche la forme cachée dans le marbre, révèle par ses questions la fragilité de chaque définition, montrant comment chacune peut, en un instant, se changer en son contraire. Le chemin semblait perdu. Et puis, le tonnerre gronde. Un homme du nom de Thrasymachus, impatienté par ces détours qu'il juge stériles, jette sa vérité au visage de l'assemblée. Sa voix est celle du réalisme brutal, celle d'un monde sans phare. Écoutez ce qu'il dit, car ces mots sont un poison qui traverse les siècles pour atteindre nos propres cœurs. Il déclare : « J'affirme, moi, que le juste n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort. » La justice ne serait donc qu'un masque, le joli nom que le pouvoir donne à sa propre volonté. Ne reconnaissez-vous pas cet écho familier dans le bruit de votre propre monde ? Thrasymachus n'est pas un spectre du passé. Il est la voix du cynisme qui nous guette, la tentation de croire que la force est la seule vérité. Face à cette tempête, Socrate ne dresse pas un mur. Il ne répond pas à la violence par la violence. Il propose un chemin plus vaste. Il nous regarde et il nous dit ceci : comment pourrions-nous lire les lettres minuscules et confuses de la justice dans l'âme d'un seul homme, si nous peinons à les voir ? Tournons-nous d'abord vers là où elles sont écrites en grand et en lettres de feu, pour que tous puissent les lire. Et ces grandes lettres, c'est la cité
Alors, il nous invite à un acte de création, à bâtir ensemble, par la seule force du verbe, une cité parfaite. Non pas pour y vivre, comprenez-moi bien, mais pour y voir, pour y contempler, comme dans un miroir immense et limpide, le visage enfin révélé de la justice elle-même. Nous avons donc accepté de bâtir une cité en pensée. Et c'est ainsi que, sous le regard de Socrate, les murs de Callipolis, la cité belle, s'élèvent. Son fondement n'est ni la pierre, ni l'or, mais un principe d'une simplicité lumineuse. Chaque âme trouve sa juste place, comme une note dans une symphonie. Dans cette cité naissance, personne n'est contraint d'être ce qu'il n'est pas. Le potier ne rêve pas de porter l'épée, car ses mains connaissent la joie de l'argile. Le musicien ne convoite pas le trône, car son cœur vibre au son de sa lyre. Et de cette harmonie naturelle naissent trois grandes familles d'âmes. Ce sont les trois piliers de la cité. Il y a d'abord ceux dont les mains touchent la terre et la matière. Ce sont les producteurs, les artisans, les agriculteurs. Ils sont les racines profondes de la cité, son ventre nourricier. Leur vertu est la tempérance, car ils savent que le désir sans mesure est un fleuve qui dévaste tout sur son passage. Au-dessus d'eux se tiennent ceux dont le cœur bat au rythme du danger. Ce sont les gardiens guerriers, les auxiliaires. Ils sont la poitrine et les bras de la cité, son courage incarné. Leur vertu n'est pas la fureur aveugle, mais le feu du cœur qui protège ce qui est juste, sans jamais se laisser brûler par la haine. Et tout en haut, il y a ceux dont le regard cherche par-delà les ombres. Ce sont les gardiens philosophes, les dirigeants. Ils sont la tête et les yeux de la cité. Leur vertu est la sagesse, non pas le poids des livres, mais la clarté du regard, qui contemple la vérité et guide la communauté avec une lumière douce et constante. Mais pourquoi Platon a-t-il dessiné cette architecture? Pour un simple jeu de l'esprit? Non. Car la cité, comprenez-le bien, n'a jamais été que le miroir de vous-même. Regardez en vous. En vous, il y a la foule immense des désirs, la faim, la soif, l'appétit de vie. C'est votre part productrice. En vous, il y a aussi ce lion qui sommeille, cette force qui se dresse face à l'injustice, cette colère, cet honneur. C'est votre gardien intérieur, votre cœur ardent. Et au-dessus de tout cela, en vous, il y a cette part qui cherche la lumière, cette voix silencieuse qui résonne, qui pèse et qui aspire à la vérité. C'est votre philosophe intime. Et c'est là, dans cette correspondance parfaite, que le secret nous est enfin révélé. La justice, alors, n'est pas une loi extérieure qui vous contraint. C'est une musique intérieure. C'est l'instant où la foule de vos désirs accepte la guidance du cœur et où votre cœur écoute la sagesse de votre esprit. C'est l'état où chaque part de votre être remplit la fonction qui est la sienne, sans chercher à en dominer une autre. La justice, c'est l'âme qui chante à l'unisson avec elle-même. C'est l'harmonie, rien de moins et rien de plus.
Maintenant que la cité est bâtie en notre esprit, une question demeure, la plus cruciale de toutes. Qui la guidera? Qui tiendra le gouvernail de ce navire si magnifiquement conçu? Avec le calme de celui qui énonce une vérité nécessaire, Platon nous dit: à moins que les philosophes ne deviennent rois dans les cités, ou que ceux que l'on appelle aujourd'hui rois et souverains ne deviennent de vrais et sérieux philosophes, il n'y aura pas de trêve aux mots pour les cités, ni, je crois, pour le genre humain. Mais qui est donc ce philosophe? Je vous en prie, n'imaginez pas l'érudit courbé sur ses livres, ni le sophiste habile à jongler avec les mots. Le philosophe dont parle Platon est un amant. Son seul et unique amour est la vérité dans sa totalité. Pour lui, le monde se divise en deux. Il y a le monde que vos yeux voient et que vos mains touchent, le monde sensible, un univers d'ombres changeantes, de copies imparfaites, d'échos fugitifs. Et puis, il y a le monde dont le nôtre n'est que le reflet, le monde intelligible, le royaume des idées pures, éternelles, immuables. C'est la source de toute beauté, de toute justice, de toute chose vraie. Le philosophe est celui qui a appris à détourner son regard des ombres pour contempler la source de la lumière. Et au-dessus de tout, au sommet de ce monde intelligible, brille une lumière si intense qu'elle est la condition de tout le reste. C'est l'idée du bien. Imaginez-la comme un soleil pour l'âme. De même que le soleil physique donne à nos yeux la faculté de voir et aux choses la possibilité d'être vues. L'idée du bien illumine l'esprit et donne à la vérité son existence même. Le philosophe est cet être rare qui, au terme d'un long et douloureux voyage, a pu soutenir le regard de ce soleil intérieur. Comprenez-vous maintenant le paradoxe sublime? Celui qui a contemplé cette lumière n'a plus aucun désir pour les pauvres lueurs du pouvoir terrestre. Les honneurs, la richesse, la gloire lui semblent être des jouets d'enfants dans une pièce sombre. Il ne veut pas gouverner. Il préférerait rester dans la contemplation de la vérité. Et c'est précisément parce qu'il ne le désire pas qu'il est le seul digne de le faire. Le pouvoir, pour lui, n'est pas un privilège, mais un devoir. Un fardeau qu'il accepte pour le bien de ceux qui sont encore dans l'ombre. Son détachement est la seule garantie de sa justice. Car comment un homme qui a vu le soleil pourrait-il être corrompu par le scintillement d'une bougie? Pour vous parler de l'éducation de l'âme, laissez-moi vous confier non pas une théorie, mais une image. Une histoire si puissante qu'elle est devenue le cœur battant de toute la philosophie. C'est le mythe que Platon nous murmure, et je vous invite à fermer les yeux de votre esprit pour mieux le voir. Imaginez des hommes dans une demeure souterraine, un ventre de pierre. Depuis leur enfance, ils sont là, enchaînés par le cou et les jambes, si bien qu'ils ne peuvent ni bouger, ni tourner la tête.
Derrière eux brille un feu lointain. Et entre ce feu et eux, des hommes passent en portant des objets dont les ombres se projettent sur le mur qui leur fait face. Pour ces prisonniers, la vérité n'est pas autre chose que le ballet de ces ombres. Leur seule réalité est une danse de fantômes sur un mur de pierre. Maintenant, imaginez qu'une main invisible vient délier les chaînes de l'un d'entre eux et le force à se retourner. La lumière du feu le blesse. Ses yeux habitués à la nuit pleurent de douleur. Il ne reconnaît pas les objets dont il ne voyait que les ombres. Il est perdu. On le tire alors de force hors de la caverne, par un sentier escarpé et rude. Chaque pas est une victoire sur la pesanteur de l'ignorance. Et lorsqu'il arrive enfin à l'air libre, il est d'abord totalement aveuglé par l'éclat du soleil. Il ne peut rien voir. Puis, peu à peu, ses yeux s'habituent. Il distingue d'abord les reflets dans l'eau, puis les objets eux-mêmes, puis les étoiles dans la nuit. Et enfin, un jour, il trouve le courage de lever les yeux vers le soleil lui-même et de comprendre qu'il est la source de toute chose. Cette histoire, c'est la vôtre. C'est la mienne. La caverne, comprenez-le bien, c'est le monde que nous appelons réel, le monde de nos sens. Les chaînes, ce sont les préjugés et les habitudes qui nous retiennent captifs. Et les ombres sur le mur, ce sont nos opinions, les illusions que nous prenons pour la vérité. L'ascension hors de la caverne, c'est le long chemin de l'éducation, le voyage de l'âme vers le monde des idées pures. Et le soleil, cet astre insoutenable et magnifique, c'est l'idée du bien, la source de toute vérité et de toute connaissance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est là que réside sa plus poignante leçon. Car le voyage vers la lumière n'est pas un exil. L'homme qui a vu le soleil se souvient de ses compagnons restés dans l'obscurité. Son cœur, désormais, est rempli d'une compassion immense pour leur captivité. Alors il fait le choix de redescendre. Il quitte la contemplation de la vérité pour retourner à la lueur vacillante de la caverne. Que croyez-vous qu'il advienne ? Ses yeux, désormais habitués à la lumière, ne voient plus rien dans la pénombre. Il devient maladroit, risible. Quand il tente de parler du monde extérieur, du soleil et des vraies choses, ses compagnons se moquent de lui. Ils disent que son voyage l'a rendu fou, qu'il a perdu la vue en montant. Et s'il tentait de les délier à leur tour, il serait capable de le tuer. Pour ceux qui n'ont jamais vu le jour, l'homme qui parle du soleil est un fou. Telle est la destinée et le devoir du philosophe, porter la lumière, même au risque d'être consumé par les ténèbres. Toute chose née sous le soleil porte en elle la graine de sa propre fin. Et la cité parfaite, même celle bâtie dans le ciel pur de la pensée, n'échappe pas à cette loi mélancolique. L'harmonie est un équilibre fragile, et Platon nous montre comment, génération après génération, le cristal se fissure et la musique se dégrade. Il nous raconte la lente chute, et en le faisant, il nous raconte la chute possible
de notre propre âme. Au commencement est l'aristocratie, le règne des meilleurs, guidé par la sagesse. Mais leurs enfants, nés dans la perfection, n'en connaissent pas le prix. Ils délaissent la sagesse, trop austère, et se tournent vers une vertu plus visible, l'honneur. Et la cité glisse alors dans la timocratie. L'âme n'est plus guidée par la raison, mais par le cœur ardent, par l'amour de la gloire et des distinctions. Puis les enfants de ces hommes d'honneur, voyant que la gloire s'accompagne de richesses, commencent à mépriser la première pour ne désirer que les secondes. Le courage se monnaie. Et la cité s'effondre dans l'oligarchie, le règne des riches. L'âme devient un coffre-fort. Le désir d'amasser étouffe toute autre voie. La cité est scindée en deux. Une cité de riches et une cité de pauvres qui se regardent avec haine. De cette haine naît la révolte. Le peuple, assoiffé d'égalité, renverse les riches et instaure la démocratie. L'âme devient alors un bazar multicolore et sans maître. C'est le règne d'une liberté absolue, où tous les désirs sont jugés égaux, les plus nobles comme les plus vils. L'âme n'a plus de centre, plus de roi. Elle flotte au gré des vents, dans le vertige d'une liberté sans rivage. Et c'est dans ce chaos que naît le dernier monstre, car une âme qui ne supporte plus aucun ordre finit par appeler celui qui lui promettra de tout ordonner. De l'excès de liberté naît l'excès de servitude. La cité se jette dans les bras du tyran. Et je vous demande de contempler cet homme, car il est l'antithèse absolue du philosophe. Son âme est l'exact miroir inversé de la cité juste. En lui, ce ne sont plus les désirs qui obéissent au cœur et le cœur à la raison. En lui, ce sont les passions les plus basses et les plus folles qui ont pris le pouvoir, réduisant son cœur et sa raison en esclavage. Il est l'homme qui peut tout faire et qui n'est maître de rien, surtout pas de lui-même. Il vit dans une peur constante, prisonnier de sa propre citadelle intérieure, hanté par la foule de ses désirs insatiables. Platon nous le montre. L'homme le plus injuste est, par une loi nécessaire, l'homme le plus profondément et le plus irrémédiablement malheureux. Et la boucle, enfin, est bouclée. La justice n'est pas une chaîne imposée par le plus fort, comme le criait Thrasymachs. Elle est la santé de l'âme. Et l'injustice, sa plus terrible maladie. Notre voyage s'achève et il a commencé avec une seule graine, une question sur la justice. De cette graine, Platon a fait pousser un arbre immense, la cité idéale. Mais les branches de cet arbre pointaient toutes vers l'intérieur, vers vous. Car nous avons compris que la cité n'était que le reflet du sanctuaire de l'âme. Nous avons vu que pour lui, la politique n'est que le prolongement de la morale. Et qu'une communauté ne peut être juste si les cœurs qui la composent sont en désaccord avec eux-mêmes. Cet ouvrage, La République, est devenu un fleuve qui a nourri les terres de la pensée pendant des millénaires. Il a inspiré les poètes des utopies et les bâtisseurs de mondes nouveaux. Mais un fleuve si puissant charrie aussi des courants dangereux. On lui a reproché ses ombres, l'art censuré, le mensonge au service du bien, une perfection qui semble parfois glaciale,
inhumaine. La République est un sommet vertigineux qui offre une vue imprenable mais dont les versants sont abrupts. Alors que nous reste-t-il de ce rêve de pierre et de lumière ? Je crois que la question la plus pertinente aujourd'hui n'est plus de savoir si nous pouvons bâtir la cité de Platon sur cette terre. Peut-être la vraie question, la seule qui importe vraiment, est de savoir si vous pouvez bâtir cette cité en vous-même. Pouvez-vous inviter votre courage à écouter votre raison ? Pouvez-vous apaiser la foule de vos désirs pour qu'ils servent une harmonie plus grande ? Mon récit n'est qu'une porte entr'ouverte. Si votre cœur le désire, poussez-la et entrez vous-même dans le dialogue de Platon pour y entendre sa musique unique. Je vous remercie de m'avoir prêté le silence de votre attention. Merci d'avoir partagé ce voyage exigeant et lumineux au cœur de la cité intérieure.